L'Observatoire comme média, c'est la nouvelle économie de la communication. Notre rencontre a permis de matérialiser quelles en sont les clés. Elles ont plusieurs facettes. À la fois les études économiques et financières. La 5e édition a été présentée. Elle a marqué, une fois de plus, un intérêt profond par l'ensemble des participants pour voir comment, je dirais, la mobilisation de ce secteur pour maintenir la rentabilité et maintenir les marges des entreprises. C'est un phénomène caractéristique qui a été très largement souligné par les experts présents. Plus de la moitié des acteurs ont choisi, malgré tout, de publier leurs comptes. Parce que, évidemment, c'est quand même plus facile de travailler en transparence, quand bien même s'agirait-il de présenter des points de tension. J'attire l'attention des entreprises sur les problématiques d'investissement, de volume et de profitabilité de l'investissement. Il faut anticiper une période où ça va être un petit peu tendu du point de vue de la contrainte de coûts. Et puis, la question des besoins au fonds de roulement, qui est plutôt sympathique là aujourd'hui, va être demain une vraie question, parce que améliorer la rentabilité économique, les plus forts vont évidemment chercher à travers les délais de règlement à améliorer leur rentabilité économique pour préserver l'effet de levier, peut-être au détriment des moins forts. Depuis ces 2 dernières années, on a une très forte augmentation du travailleur indépendant. Et donc la question qui est la suivante maintenant, c'est de savoir comment ces travailleurs indépendants peuvent continuer à monter, et comment on peut protéger les entreprises du risque de requalification, parce que sinon ça ne progressera pas, et comment on peut protéger le travailleur indépendant finalement aux aléas professionnels qui sont la perte d'activité subie, la formation professionnelle, la complémentaire santé, qui sont des sujets qui vont être, qui d'ailleurs sont en ce moment abordés par les candidats à la présidence de la République, mais qui sont un des moyens de lever les verrous, parce que les pronostics feraient que si on allait dans cette protection réciproque, on pourrait créer 1 million d'activités nouvelles quasiment en 2 ans. Maintenant, on est parti sur un thème que je dois dire que j'aime beaucoup, qu'on a partagé, qui est en fait l'énergie d'entreprendre autrement. Effectivement, on a ce que je qualifierais presque une forme de frénésie ou de boulimie entrepreneuriale que notre pays entretient parce que les pouvoirs publics ont été extrêmement actifs pour accompagner cette dynamique. Donc ça, c'est quelque chose de formidable. En revanche, cette dynamique entrepreneuriale, pour moi, elle ne s'est pas traduite par un véritable développement en termes de taille, en termes de croissance de nos entreprises. Vous êtes ici issus de nombreux secteurs d'activité multiples, et je crois que la notion de décloisonnement qui est l'ADN de l'Observatoire doit contribuer à créer cette dynamique, parce que c'est de partager entre les entreprises, quels que soient les secteurs, à la fois pour remonter dans la chaîne de la valeur, mais aussi savoir redescendre et aussi participer aux transformations numériques qui est en cours, avec des acteurs très innovants, dans lesquels, d'ailleurs, et on le voit dans notre filière, donc se rapproche donc de start-up pour co-partager, co-construire, au même titre qu'avec des grands groupes. Donc la question compliquée, c'est comment des entrepreneurs extrêmement experts chacun de leur domaine, puisqu'on a des gens qui font de la publicité, des plateformes de marque, du consulting en amont, des gens qui font du média off et on extrêmement aguerris, des gens qui font du digital qui appartient à tout le monde, by the way, mais de manière extrêmement experte sur les technologies, les SEO, les SEM, le PRM, le CRM, le responsive TV, l'achat à la performance, enfin tous ces mots barbares que vous connaissez, ou pas. Des gens qui font du design, des gens qui font de l'événement, des gens qui font des études, des gens qui font de l'algorithmie, des data scientists, etc. Comment ces gens, avec des langages aussi différents les uns des autres, qui ont la certitude souvent de tout savoir sur leur expertise, sont capables de partager. Voilà. C'est ça l'enjeu de nos organisations, et c'est ça l'enjeu de l'innovation. La dynamique de l'innovation et les clés qui la composent, c'est aussi le secteur public. C'est vrai qu'on est 1200 personnes aujourd'hui, on est un établissement public, on fait 3 milliards de commandes publiques, transitent par nous. Alors l'UGAP est une centrale d'achat qui finalement propose des produits et des services en accès immédiat à 20 000 personnes publiques au quotidien, en dispense totale de leurs obligations de publicité et de mise en concurrence. Quand vous êtes au catalogue de l'UGAP, nous vous ouvrons instantanément l'ensemble de la commande publique, et on s'est dit on va aller chercher sur l'ensemble du territoire toutes ces entreprises innovantes, les détecter, les qualifier, on le fait ensemble Dominique pour une 12aine d'entreprises en ce moment, voir comment ces entreprises peuvent intégrer le catalogue de l'UGAP et voir comment elles vont pouvoir pendant 3 ou 4 ans avoir accès à toute la commande publique
public sans se préoccuper des appels d'offres, sans se préoccuper des délais de paiement. Donc on va les marketer, on va faire de la com, on va les aider. Tu soulignes la compétence. Alors tu sais qu'aujourd'hui, la compétence, c'est un sujet qui nous tient à cœur. Depuis septembre 2015, peut-être certains ont suivi un petit peu l'évolution d'un collectif qui s'appelle i4Emploi. Et moi, j'ai essayé de séduire Adeline pour qu'elle me rejoigne dans la super aventure qui était Mitch. Donc, qu'est-ce que c'est Mitch ? Mitch, c'est une application de job dating qui est spécialisée dans le recrutement non cadre. D'ailleurs, j'en profite tout de suite pour saluer justement les démarches de Pôle emploi qui sont très réceptives aux rencontres justement des startups qui finalement partagent la même mission, qui est de faire travailler les gens. Il y a quand même une conviction bien ancrée chez beaucoup de chefs d'entreprise que quelqu'un qui est au chômage est un talent de seconde zone. Et ça, on le rencontre tous les jours. Et il faut être clair. D'où la surprise des entreprises avec lesquelles on travaille de plus en plus, qui sont parfaitement étonnées de la qualité des talents qu'on leur propose via un sourcing Pôle emploi. Nous mettrons en place trimestriellement, avec Alexandre, dans les tout prochains mois, un baromètre de l'emploi pour qu'on suive comment les choses évoluent sur chaque secteur. Les clés de la nouvelle économie de la communication, c'est également les travaux que nous menons avec la médiation interentreprise. Ces travaux, nous les avons conduits depuis plus de 5 ans. Ils ont été extrêmement probants, extrêmement profitables pour la relation davantage apaisée entre les grands donneurs d'ordre et les prestataires de la filière. Les 10 engagements, vous en avez 7 de principe d'achat responsable. C'est une aventure qui a démarré en 2009. Pour moi, c'est la cristallisation de la responsabilité d'une entreprise, c'est la qualité avec laquelle il prend conscience de l'impact d'une facture, de l'argent qu'il va donner ou pas à ses fournisseurs. C'est pour ça que je suis heureux de voir que finalement, les gens qui ont signé la charte ici n'ont pas signé par hasard. Ces chiffres sont au-dessus des moyennes nationales qu'on peut constater sur les retards de paiement. Malheureusement, si 82% des entreprises en France payaient en temps et en heure, je peux vous dire que ça irait beaucoup mieux.